Messieurs, nous poursuivons la deuxième journée de ce colloque international sur la thématique de la famille dans le cadre de la rentrée littéraire et artistique de l'Académie du Royaume du Maroc. Et donc ce colloque a pour thème la famille vue comme un labyrinthe ou une métaphore, un thème de réflexion hautement symbolique pour ouvrir l'année académique de la chaire des littératures et des arts africains, puisqu'il réunit sous la coupole de l'Académie du Royaume du Maroc un beau panel d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes d'Afrique et de la diaspora. Donc ces artistes et ces écrivains universitaires nous viennent de plusieurs pays, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, la Sierra Leone, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et bien sûr le Maroc. Donc les interventions sont aussi en plusieurs langues, le français, l'anglais et l'arabe. Et nous avons aussi choisi dans le cadre de l'innovation pour cette chaire des littératures et des arts africains plusieurs formats pour ce colloque. Nous avons à la fois des communications, donc des interventions sous forme de communication, et aussi des interventions sous forme d'entretien, comme c'était le cas hier avec Madame Marine Diaye et Monsieur Taïeb Arab. Alors, la première journée de ce colloque s'est déroulée hier, le 22 septembre 2022. Elle était consacrée le matin aux célébrations. Donc, elle a démarré avec le discours du secrétaire perpétuel qui a posé les bases, les orientations et les principes de la programmation de cette année académique. Et puis, nous avons eu un hommage qui a été rendu à une figure de pro de la littérature mondiale et universelle, Madame Marine Diaye, qui s'est poursuivi par un entretien avec professeur Eugène Baudet, qui est l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains. Nous avons par la suite eu le plaisir aussi d'écouter la magistrale leçon inaugurale du professeur Pape Massensen, qui a mené une réflexion sur les significations de la notion de famille en Afrique. Donc la famille qui va de la famille nucléaire à la famille élargie, qui englobe les voisins, les amis, le village, la communauté, etc. Et qui inclut aussi le monde animal, le monde végétal, le monde invisible, et qui devient aussi un socle, une sorte de modèle pour plusieurs organisations dans la société, donc les organisations sociopolitiques, les organisations socioprofessionnelles ou les organisations religieuses, par exemple. Donc nous avons eu le plaisir d'écouter cette leçon inaugurale du professeur Pape Massensen de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons par la suite écouté Madame Yasmine Chami, écrivain marocaine, qui a parlé de la représentation de la famille dans son œuvre littéraire. Et nous avons par la suite, dans l'après-midi, abordé le deuxième axe de ce colloque qui s'intitule « Radioscopie de la famille africaine ». Donc cette radioscopie nous a permis de faire un tour d'horizon de la représentation de la famille dans plusieurs littératures africaines. Avec Monsieur Rachid Khales, nous avons eu le plaisir de découvrir la représentation dans un panorama d'œuvres littéraires écrites en français, donc des œuvres du Maghreb. Et puis par la suite, nous avons écouté aussi la représentation de la famille dans la littérature gabonaise. Donc on était là dans l'Afrique centrale. Et nous avons aussi écouté la représentation de la famille dans le mandin guinéen. Et là, nous étions dans l'Afrique de l'Ouest. Et Monsieur Raoul, avec Monsieur Omar Doumbouya, directeur de l'enseignement supérieur en Guinée. Nous avons aussi eu le plaisir d'écouter Monsieur Raoul Thier,
de Côte d'Ivoire qui nous a présenté la représentation de la famille à travers la tragédie du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc nous étions ici donc, dans la région des Grands Lacs africains. Je crois que je n'ai oublié personne. Donc pour cet après-midi de représentation, oui, nous avons aussi Madame Fatmata Taki de l'Université de Sierra Leone qui nous a présenté la représentation de la famille de la littérature, dans la littérature sierra-léonaise. Et je pense que j'ai... Et puis évidemment l'entretien avec l'artiste caricaturiste algérien, Monsieur Taïeb Arab. Aujourd'hui, donc, nous poursuivons les travaux de ce colloque international avec cette matinée qui va être consacrée à la famille dans tous ses états. Donc, c'est l'axe qui va être abordé. Et nous aurons plutôt une approche qui va être monographique, c'est-à-dire de la représentation de la famille dans des œuvres d'écrivains précis. Et nous commencerons avec le professeur Abdelfatah Al-Jomri qui donc va nous parler de la représentation de la famille dans l'œuvre de Mohamed Choukri. Et il a intitulé son intervention « 10 mois avant qu'il ne meure en toi ». Donc un très beau titre, très poétique, qui est aussi une citation de l'écrivain Mohamed Choukri. Alors, Monsieur Abdelfatah Al-Jomri est universitaire marocain. Il a obtenu son doctorat d'État en langue et littérature arabe à l'université Hassan II. Il est secrétaire général de l'Association internationale des revues scientifiques publiées en arabe, mais il a aussi été membre du bureau exécutif du laboratoire de narratologie à la faculté des lettres de Blemsik à Casablanca. Et il est actuellement directeur du bureau de coordination de l'arabisation Araba. Il a à son compte plusieurs publications, parmi lesquelles Seuil du texte, structure et signification, Inventer une histoire, Imaginaire et construction des discours dans le roman arabe, À quoi sert le roman, Des textes comme des papillons, journal de lecture. Donc, je passe sans plus tarder la parole à Monsieur Abdelfatah Al-Jomri qui intervient en langue arabe et qui sera, donc sa communication sera simultanément traduite en français. Donc vous pouvez mettre vos casques pour suivre cette communication. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Al-Jomri. يحب عبد القادر ألأن موته أمام عينيه بيدي أبيه كان وراء هذه العلاقة الملتبسة الكامنة بين الحب والموت، وهي العلاقة التي نجد امتداداتها في نص زمن الأخطاء. يقول شكري: لا أعرف ما يحفزني دائما إلى التجوال في المقابر، أهو سلامها أم هي عادتي أيام نومي فيها أم حبا في الموت؟ ما زلت أمارس هذه العادة حتى اليوم. بعض كتاباتي ومنها سيرتي الذاتية، يقصد الخبز الحافي، كتبت التي يكتبها هذا اليوم، يعني كان ما زال يكتب الخبز الحافي، كتبت فصولا منها في المقابر اليهودية والنصرانية والإسلامية، خاصة المقابر التي يرجع عهدها إلى القرن التاسع عشر في طنجة. هل لي أن أزعم مرة أخرى أن الخبز الحافي رواية عائلية بالمعنى الذي استعمله به فرويد في كتابه Le roman familial de Névrosé، وعمقته مارت روبير في كتابها Roman des origines et origines du roman. الخبز الحافي رواية عائلية بدون عائلة، والعائلة في النص ما هي إلا مرآة كان السارد يرى فيها حياته رمزا مشوها لا تنبعث منه إلا أحاسيس القلق والعدمية، ولا ينشد إلا التمرد من أجل تجاوز تبعات حقبة متوترة من زمننا المغربي. العائلة في الخبز الحافي
تأملات جوانية وبوح من أجل تحرير الذاكرة. الكتابة في الخبز الحافي تمتلك وظيفة ترميم المنهار من القيم والقابل للتلف منها، لأن شكري أدرك معنى الحاجة إلى الحب والتعطش إلى المعرفة أو إلى معرفة صافية ومباشرة، ومعنى مشاركته ألمه مع الآخرين. ولذلك كان التمرد الذي يغمر محمد شكري موجها ضد الكل، ضد الأب وضد الظلم الاجتماعي. وأزعم أخيرا أن قلب شكري وهو يكتب الخبز الحافي كان مفتوحا وبدون أسرار، شغوفا بالحياة ولا يسكنه ندم. برسم الاختتام أقول: يذكر المستشرق الياباني نوتاهارا الذي ترجم لمحمد شكري الخبز الحافي إلى اللغة اليابانية أنه وبعد ترجمة 30 صفحة منها تبين له أنه من المهم، أي المترجم، أنه من المهم أن يرى الأمكنة التي وصفها في النص، فذهب برفقة شكري إلى مدينة تطوان وبعدها إلى طنجة. وفي الأخير أطلع شكري نوتاهارا على الصهريج الذي وصفه في الخبز الحافي، فقال له المترجم: وصفك له في الكتابة أجمل من واقعه الحالي. أجابه شكري: هذه هي مهمة الفن، أن نجمل الحياة حتى في أقبح صورها. لذلك من اليوم بالنسبة للذين قرأوا رواية الخبز الحافي أدعوكم لإعادة قراءتها، وبالنسبة للذين لم يقرؤونها بعد أقول لهم: اقرأوا رواية الخبز الحافي أو السيرة الذاتية الخبز الحافي فلن تندموا على ذلك. شكرا. Merci, professeur Abdelfattah El-Hajomri, pour cette communication sur le pain nu de Choukri, hein, le Khobz al-Hafi, dans un grand classique de la littérature marocaine et de la littérature mondiale tout simplement, puisqu'il est traduit, comme vous l'avez rappelé, en plusieurs langues, et qu'il a été d'abord publié, chose extraordinaire, en anglais, en français, avant d'être publié dans la langue originelle, l'arabe. Donc c'est aussi, comme vous l'avez dit, l'histoire, la représentation d'un auteur qui parle d'une famille qu'il n'a pas eue finalement, comme vous l'avez dit, puisque il n'a pas connu le cocon familial, il n'a pas connu l'amour que est censé nous donner la famille, le socle, comme on l'avait dit hier, ce socle qui nous permet de grandir et d'évoluer et de se repérer dans la société. Donc cette perte de repère, il a essayé de la combler dans l'écriture en essayant, comme vous l'avez rappelé, de reconstruire, de poser certaines valeurs qu'il pensait perdre. Donc je rejoins votre appel et je vous suggère de lire ou de relire Le pain nu, c'est incontournable de la littérature marocaine, qui est en plusieurs langues, donc vous pouvez le lire en anglais, en français ou en arabe, et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Monsieur Abdelfattah El-Hajomri. Nous avons eu un petit changement ce matin, puisque Monsieur Ouel Okédéran a eu une contrainte administrative, donc il ne peut pas intervenir, il interviendra l'après-midi. Et c'est l'écrivain Gabriel Mouene Okonji qui va donc intervenir, il est à ma droite, qui va intervenir ce matin sur donc les figures qui sont parfois oubliées, mais qui sont, donc selon Okonji, incontournables sur notre chemin, le chemin de notre accomplissement dans la vie. Ces figures sont les oncles et les tantes, et on en a parlé hier.
pour savoir si il y avait une appellation spécifique des oncles et des tantes en Afrique, puisque, semble-t-il, donc l'oncle maternel, dans certaines cultures, peut parfois avoir une autorité beaucoup plus importante que celle du père. Donc, c'est dire l'importance de l'oncle et de la tante dans l'éducation des enfants dans certaines cultures africaines, et c'est donc l'écrivain poète Gabriel Mouni-Okonji qui va nous en parler. Alors, Monsieur Gabriel Okonji nous vient du Congo-Brazzaville, de Bordeaux, en France. Donc, vous êtes écrivain, vous êtes poète, et je vais retrouver votre biographie. Ça devrait suffire. Donc, écrivain, poète qui nous vient de Congo-Brazzaville et de France. Je vous passe la parole pour nous parler donc des oncles et des tantes et leur représentation dans la littérature. Merci. Au secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Abdel Jalil La Jomri, pardonnez ma prononciation, à mon compagnon en écriture, Eugène Ebaudet, l'auteur de La Transmission, et à tous ceux qui, comme Myriam et bien d'autres, ont œuvré pour que cette rencontre se réalise. Et je dis aussi ma joie d'être là, Eugène. Parmi, tu nous as convoqués, il y a le grand frère des grands frères qui est là, il y a des collègues, il y a des compagnons en écriture. Voilà, je suis dans mon milieu, je vous dis toute ma joie. Mon intervention a pour titre, ça a été rappelé tout à l'heure, les figures, parfois oubliées, mais incontournables, sur le chemin de l'accomplissement de nos existences, les oncles et les tantes. Tout d'abord, j'aimerais vous remettre en mémoire ces quelques évidences. Dans les conditions ordinaires, je dis bien dans les conditions ordinaires, tout enfant prend source dans un enclos, naît dans un espace, s'hasarde les premiers pas dans un socle appelé famille. La famille est le lieu d'inscription de nos empreintes, elle est la source au commencement de notre histoire, c'est elle qui est notre porteuse. C'est au sein d'elle, de la famille donc, que se conditionne en majeure partie notre accomplissement. Dans certaines sociétés, tu l'as rappelé tout à l'heure, dans certaines sociétés donc, pour donner à l'individu une puissance psychique, une force morale et mentale nécessaire à la réalisation de son identité, la famille recourt à un mode de transmission appelé initiation. Alors, me direz-vous, qu'est-ce donc l'initiation? Et je vous répondrai, l'initiation n'est rien moins que la forme la plus aboutie de la transmission. Initier, c'est transmettre le savoir. C'est transmettre le savoir dans la langue originelle. Et rien au monde n'est plus naturel que la transmission. On en a parlé tout à l'heure. Être initié, c'est apprendre. C'est apprendre à recevoir le savoir dans la clarté d'une voix qui aide l'individu au cheminement, à l'épanouissement, à l'ouverture. Reste à savoir le seuil d'écoute et l'écho du cœur de celui qui la reçoit. En résumé, être initié, c'est apprendre sans fin ni cesse à observer une parole dans ce qu'elle a de vraiment parole, dans ce qu'elle révèle de souffle entre l'inspiration et l'expiration, entre le signe et le symbole, entre le chant et le pleur, entre la métaphore et l'énigme. Et l'initiation n'a qu'un seul dessein, apprendre à l'humain à faire confiance à la fragilité du vivant, fragilité inhérente à toutes les femmes et tous les hommes que nous sommes. Cependant, je me dois de vous l'avouer d'emblée,
La quête de l'initiation ne résout pas l'entière interrogation de l'homme ici-bas. Car la vie, mes chers amis, est une offrande. Elle n'est pas un don. La vie est une offrande qui sans cesse renouvelle ses énigmes afin que nul vivant ici sur terre ne puisse l'apprivoiser. Telle est la vie. Mais revenons à notre thème. Les figures parfois oubliées mais incontournables sur le chemin de l'accomplissement de nos existences, les oncles et les tantes. D'abord, vous rappelez cette évidente évidence. Si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai été à l'école. J'ai été à l'école jusqu'à devenir psychologue clinicien dans un hôpital de Bordeaux et aussi chargé d'enseignement à l'université et aussi conseiller culturel auprès des directeurs d'hôpitaux de ma région et aussi. Mais ce savoir livresque, bien sûr, que l'école et l'université m'ont inculqué, me garantit le statut d'intellectuel, de psychologue, de poète, d'universitaire, d'écrivain, etc. Mais pour ce qui concerne mon cheminement d'homme sur les sentiers de la traversée de la vie, et rien n'est divin si ce n'est la vie, j'ai conscience que je ne suis qu'un fruit semé des mains d'Ampélie et Mpampo. C'est leur parole, c'est de leur parole que je suis né au monde. L'accomplissement de mon être vient de ma tante-mère Ampélie et de mon oncle Mpampo. Et il n'y a rien d'autre, au-delà de l'espace et des échos de leur voix, qui puisse me permettre d'être au voisinage de la bonté que nous offre le monde. Certains jours, lorsque m'arrivent au cœur les antiennes de leur psalmodie, chant du matin, chant du soir, chant de pleurs ou chant d'éveil, la lucidité s'empare de mon âme. La lucidité, dirait René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Et pour moi, ce soleil demeure incontestablement dans les mains de ma tante-mère Ampélie et de mon oncle Mpampo. Mes chers amis, vous comprenez donc pourquoi, tout naturellement, je suis venu ici à Rabat vous tenir langue, vous tenir propos sur l'héritage de ces deux figures, Ampélie et Mpampo, qui m'ont appris à marcher dans les ombres et les lumières de l'existence. Ces deux figures qui m'ont abondamment appris. Merci beaucoup, Monsieur Kandji, pour cette intervention tout en poésie, ce beau témoignage donc sur deux figures familiales qui vous ont marqué, qui ont été à l'origine de votre construction, comme vous l'avez rappelé, donc la tante-mère et le papa Mpampo qui donc vous ont construit. Je retiens notamment par la parole. Ils vous ont construit par la parole, par les proverbes, en puisant dans le réservoir de la sagesse des proverbes, parce que vous avez cité beaucoup votre tante et aussi votre oncle, avec de très belles citations d'ailleurs, dont j'ai noté certaines. Le sens du sentier n'appartient pas au sentier, mais à celui qui l'emprunte. C'est très beau. Et donc je retiens votre témoignage sur ces deux personnages de la famille, la tante, l'oncle, qui ont joué un rôle donc primordial dans votre construction. Et là, donc, on retrouve la famille dans son rôle de socle, dans son rôle protecteur, qui donc nous donne l'affection, l'amour, mais aussi des repères. On a parlé hier du conte et du rôle du conte dans la possibilité de faire accéder les enfants à l'imaginaire social et de leur inculquer les valeurs d'une communauté, d'une société. Donc nous avons parlé des retrouvailles autour du feu le soir avec les parents, les grands-parents pour raconter
des histoires qui construisent aussi les enfants, donc en puisant dans la mémoire, en puisant dans la sagesse, comme vous l'avez aussi dit, dans ce réservoir des proverbes et des contes qui font partie de notre tradition orale et qui jouent un rôle important aussi dans ce que nous sommes au sein de la famille et au sein de la société. Je vous remercie pour ce témoignage très touchant et je vais passer la parole à la troisième intervenante, Dr Koudi Khan, qui vient de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son intervention va s'intituler, l'intitulé, j'ai bien compris, a été modifié. C'est donc la famille comme lieu de mémoire, de transmission et de création dans l'œuvre de l'écrivain Amadou Elimane Kane. Dr Koudi Khan, vous êtes enseignante chercheuse à la faculté des lettres et des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes membre du laboratoire d'études africaines à l'école doctorale des arts, des cultures et des civilisations, et vous enseignez la littérature africaine écrite et la critique littéraire. Vos travaux de recherche portent notamment sur ce que j'ai retenu sur les romanciers de la Moyenne Vallée du Sénégal, et vous êtes spécialiste donc de l'écrivain Amadou Elimane Kane, dont vous allez nous parler dans votre communication. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci, Dr Koudi Khan, pour cette intervention. Sur cette lecture de la trilogie de l'écrivain Amadou Elimane Kane, de l'importance de la famille, donc son approche de la notion de famille, en tout cas, dans son œuvre, comme vous l'avez dit, comme un espace de conservation, d'un héritage, de la mémoire, de la transmission, et de l'espoir d'une renaissance et d'une réécriture d'un récit, comme vous l'avez dit, africain. Et aussi dans l'idée, semble-t-il, comme vous l'avez expliqué, d'une menace qui viendrait effectivement du vécu colonial.